Trouver un bout de lune, c'était mon rêve. En 1982, lorsque la première météorite lunaire est découverte, les scientifiques ignorent à quel point cela va servir la théorie des tempêtes d'astéroïdes de Wasserburg. Peu comprennent comment un morceau de lune peut finir sur Terre. Au centre de recherche Ames de la NASA, le professeur Schultz prépare une expérience pour montrer comment la tempête d'astéroïdes décrite par Wasserburg a pu envoyer des fragments de lune sur Terre. Nous avons déjà vu comment un projectile minuscule peut créer un immense cratère dans du sable. Que se passe-t-il lorsqu'on tire sur une cible solide? L'impact est-il assez puissant pour briser un bout de roche et l'envoyer dans l'espace? Une dalle de grès, simulant la surface lunaire, va être soumise à un tel impact. C'est le processus de formation qui nous intéresse. Si nous arrachons un bout de lune à très grande vitesse, pouvons-nous l'envoyer dans l'espace, voire sur Terre? Voici l'impact au ralenti. Le grès explose en fragments qui partent en tous sens à plus d'1,6 km par seconde. Assez rapide pour échapper à la gravité de la Lune. Impeccable. Le projectile d'environ 6 mm a percuté le bloc de pierre en faisant voler des éclats. Sur la Lune, certains de ces éclats ont pu atteindre la vitesse de libération et ainsi être envoyés sur Terre. Le processus est maintenant connu. La quarantaine de météorites lunaires trouvées sur Terre ont dû être éjectées par une série d'impacts d'astéroïdes sur notre satellite. Mais quand? Il s'agit de dater les fragments provenant des 4 coins de la Lune. S'ils sont aussi vieux que les échantillons rapportés par Apollo, ce sera la preuve qu'il y a 3,9 milliards d'années, toute la surface de la Lune a été bombardée au même moment. En l'an 2000, nous avions assez d'échantillons pour confirmer la théorie du cataclysme lunaire. Voir sa théorie validée d'une façon ou d'une autre, c'est très gratifiant. Surtout quand un tas de gens disent que c'est de la foutaise. Ça me plaît beaucoup. Les scientifiques ont enfin la preuve qu'il y a 3,9 milliards d'années, notre Lune a été ravagée par une énorme tempête de milliers d'astéroïdes, dont certains avaient la taille d'une planète. À présent, il faut comprendre ce qui a provoqué ce cataclysme. L'enquête mène les chercheurs au cœur de notre système solaire, dans la ceinture d'astéroïdes, le seul endroit où les objets cosmiques sont assez gros pour concorder avec un tel bombardement. Cet amas de roches, apparemment inoffensif, mérite d'être étudié de plus près. Il semble être l'objet d'un phénomène étrange appelé la résonance, aux effets assez puissants pour entraîner d'énormes blocs sur une trajectoire de collision avec notre planète. C'est sans doute ce phénomène qui explique pourquoi cette tempête cosmique s'est formée et dans quel cas elle pourrait se reproduire ou non. La résonance est un phénomène universel. C'est une fréquence naturelle de vibration déterminée par la taille et la forme de chaque objet. Lorsqu'un objet est soumis à une vibration, celle-ci va lui imprimer un mouvement à un instant spécifique. Prenons une table sismique sur laquelle on fixe 2 balles identiques sur 2 tiges métalliques de longueur différente. Chacune a sa résonance propre. On change la vitesse de vibration, l'une des tiges atteint sa fréquence de résonance et oscille à tout va. De nouveau, on change la vitesse de vibration et les rôles s'inversent. L'oscillation est provoquée par la libération d'énergie
qui survient lorsqu'une des tiges atteint sa fréquence de résonance. Comprendre ce phénomène à l'échelle cosmique de la ceinture d'astéroïdes implique malgré tout de savants calculs. Le génie des mathématiques, en l'occurrence, c'est Renu Malhotra, professeur en dynamique du système solaire de l'Université de l'Arizona. La question est, comment les astéroïdes quittent-ils la ceinture principale pour venir dans l'espace planétaire? Le professeur Malhotra a calculé l'influence que Jupiter, la plus grosse planète de notre système, exerce sur les astéroïdes. La gravité de Jupiter entraîne une résonance à certains endroits de la ceinture d'astéroïdes. Elle les pousse dans des orbites elliptiques qui croisent la route d'autres planètes. Lorsque l'une de ces orbites de résonance est atteinte, la force gravitationnelle exercée par l'énorme Jupiter sur les astéroïdes leur permet de changer de trajectoire. Tous ceux qui ont déjà poussé un enfant sur une balançoire peuvent comprendre ce concept un peu obscur. Si vous poussez l'enfant très haut, son balancement de retour sera lui aussi très haut. Si vous poussez avec une force croissante, la balançoire finira par monter si haut qu'elle dépassera le portique. À l'échelle planétaire, la résonance est si puissante qu'au fil des millions d'années, elle peut amener des milliers d'astéroïdes de la taille de planètes à quitter leur orbite et, dans certains cas, à foncer vers la Terre. À chaque fois que l'un de ces astéroïdes se rapproche d'elle, Jupiter l'attire un petit peu. Au passage suivant, ça recommence, jusqu'à ce que l'astéroïde quitte son orbite circulaire entre Mars et Jupiter et dévie pour devenir un objet géocroiseur proche de la Terre. Après environ 500 millions d'années de ce jeu d'attraction avec Jupiter, quantité d'astéroïdes ont acquis une orbite très elliptique. Tout est prêt pour une collision catastrophique avec la Terre. Steve Mogis est géologue et astrobiologiste à l'Université du Colorado à Boulder. Il recherche les plus vieilles roches terrestres afin de trouver des traces du bombardement d'astéroïdes et de découvrir si la vie existait déjà il y a 3,9 milliards d'années. Rechercher de vieilles pierres, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Steve a sillonné la planète pour mener sa quête. Cet échantillon contient les fragments du minéral le plus ancien de la planète. Il a été formé dans la croûte terrestre avant le dernier gros bombardement. Pour découvrir l'âge exact de cette roche et trouver des preuves du cataclysme, Steve l'a réduit en poussière. C'est de la géologie à l'échelle microscopique. Chaque grain détient peut-être la clé de la formation de ce caillou. Steve recherche des zircons qui peuvent être datés avec précision. On en trouve en quantité minuscule partout sur Terre, dans les vieilles roches volcaniques comme dans les sédiments. Le zircon est un minéral qui, une fois formé, est très difficile à détruire dans des circonstances géologiques normales. Il a la particularité de contenir des traces de radioactivité. Pour dater la roche, c'est idéal, puisque les isotopes radioactifs contenus dans le zircon sont comme une horloge qui se met en marche dès lors que le minéral se forme.
Steve brûle de micro-trous dans les grains de zircon, puis récupère les particules brûlées et les accélère dans une série de spectromètres de masse. Résultat, une datation à 3,9 milliards d'années, comme les échantillons d'Apollo analysés par Wasserburg il y a plus de 30 ans. Les plus vieux échos du premier demi-milliard d'années de la planète sont conservés dans quelques grains de zircon. C'est le Graal des géologues. Ces roches très anciennes permettent de dater la tempête d'astéroïdes et reflètent une image de la Terre à cet instant précis. Cette roche contient des informations chimiques qui nous en disent plus sur les débuts de la biosphère. Cet échantillon, trouvé au Groenland, contient des isotopes de carbone à la base de la vie organique sur Terre. Le carbone s'associe à l'oxygène pour produire du dioxyde de carbone et à l'hydrogène pour former les hydrocarbures. Ce sont les marqueurs de la vie. Leur présence suggère que l'air et l'eau existaient déjà sur Terre et donc que la vie allait pouvoir se développer. L'atmosphère devait être dense, avec des océans et des terres pas très éloignés de ce que nous connaissons aujourd'hui. En ce temps-là, de longues périodes de calme étaient interrompues par des événements catastrophiques. Ces échantillons apportent également la preuve qu'une forme de vie a survécu au bombardement d'astéroïdes. Appelés extrémophiles, ces créatures microscopiques vivent dans des environnements très hostiles. Sous la calotte glaciaire, dans les déchets des centrales nucléaires, ou à plus de 3000 mètres sous l'eau, au bord des cheminées hydrothermales. Ce sont les formes de vie les plus primitives, dont nous descendons tous. Elles sont si résistantes qu'une colonie de ces micro-organismes vivant au fond de l'océan survivrait si un astéroïde s'abattait sur la Terre. Au fond de l'océan, justement, la vie a suivi son cours, tandis qu'en surface, le bombardement cosmique déchaînait l'enfer. Du fait de la présence d'une atmosphère, toute météorite qui tombe sur Terre est un événement spectaculaire, car les gaz d'altitude s'échauffent et s'enflamment. La chute d'une météorite de masse importante, ou bolide, crée une traînée lumineuse intense. Pour analyser ces phénomènes, nous avons chargé le canon vertical, installé des appareils photo ultra rapides et rempli la chambre de tir d'argon. Objectif : reproduire la chute d'une météorite dans l'atmosphère de la Terre encore jeune. Oh! Oh! Bang! Les bolides brûlent surtout du fait de la pression qu'ils impriment à l'air devant eux. L'atmosphère entre en incandescence à plus de 1600 degrés Celsius et produit une boule lumineuse. La traînée de fumée est constituée de minuscules particules d'astéroïdes en fusion qui se détachent et se consument. C'est comme un feu d'artifice. Au premier temps de la Terre, c'était tous les jours le 14 juillet. Ceci dit, je n'aurais pas aimé être là parce que l'atmosphère devait être surchauffée. En plus de réchauffer l'atmosphère, ces impacts ont défoncé la croûte terrestre, provoquant des éruptions volcaniques qui ont relâché dans l'air des aérosols sulfurés. Ces particules,
agissant comme des noyaux de condensation, ont entraîné des pluies diluviennes qui ont duré plus de 1000 ans. Aujourd'hui, c'est l'astéroïde Apophis qui menace de percuter la Terre. Découvert en 2004, cet énorme roc fonce vers nous à près de 45 000 km/h. Date prévue de la rencontre, vendredi 13 avril 2029. Il passera entre la Terre et la Lune, en dessous de l'orbite géostationnaire, et sera visible à l'œil nu. Malgré tout, il devrait manquer sa cible. Cependant, les astronomes craignent qu'en 2036, il ne revienne pile dans notre axe. Si Apophis passe en 2029 dans ce qu'on appelle le trou de la serrure, large de 600 mètres, il risque de percuter la Terre à son retour en 2036. Cela a tout du scénario de science-fiction. En réalité, si Apophis franchit ce trou de serrure en 2029, à 30 405 km de nous, la zone d'attraction de la Terre pourrait soit l'accélérer, soit le ralentir. L'astéroïde pourrait entrer en résonance avec la Terre et se retrouver dans sa trajectoire en 2036. Quoi qu'il en soit, la NASA a récemment calculé que le risque d'une telle collision en 2036 était de 1 chance sur 45 000. Au cas où les scientifiques se tromperaient, des fusées et autres missiles sont mis au point pour dévier la menace. Dans le cas d'Apophis, il nous reste moins de 30 ans pour nous assurer que ces techniques fonctionnent. Mais une nouvelle pluie d'astéroïdes pourrait-elle se produire? La question divise la communauté scientifique. Il y aura d'autres bombardements, c'est évident. Il ne cesse de pleuvoir des débris d'astéroïdes. Ça n'est pas prêt de s'arrêter. On a de la chance. Le nombre d'impacts a décliné et nous ne verrons pas de cataclysme tel que la Terre en a connu il y a 3,9 milliards d'années. Mais enfin, mieux vaut être prudent. Tôt ou tard, un de ces fragments va nous percuter et ce sera l'enfer. Imaginez ce qui se passerait si un énorme astéroïde s'abattait sur San Francisco. Selon les scientifiques, tout objet d'un diamètre supérieur à 900 mètres causerait un désastre planétaire. Plus d'un quart de la population périrait. Une telle catastrophe équivaudrait à une explosion d'1 million de mégatonnes, soit 50 millions de fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Bilan, plus d'1,5 milliard de victimes.